Merci de choisir Ecopolis Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Tout de suite, le sommaire. Effroi à l'est de la République démocratique du Congo, un rapport accablant de Human Rights Watch dénonce les atrocités commises à Uvira par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Exécutions sommaires, viols et disparitions, le récit d'un mois d'occupation sanglante fin 2025. Coup de tonnerre au Congo central, l'Assemblée provinciale plonge dans une crise ouverte entre le président Papi Montezolo et les membres de son bureau. Les appels à l'arbitrage de Kinshasa se multiplient pour sauver la stabilité de la province. Souveraineté et valeurs traditionnelles au Sénégal, le pouvoir durcit le ton sur les questions de mœurs, notamment contre l'homosexualité, une ambition nationale qui suscite autant d'adhésion nationale que d'inquiétude à l'international. Les détails dans ce journal. C'est un document qui lève le voile sur l'horreur vécue par les habitants de la province du Sud-Kivu. Dans un rapport publié récemment, l'organisation Human Rights Watch documente les crimes de guerre perpétrés à Uvira entre décembre 2025 et janvier dernier. Pendant un mois, la ville a basculé dans la violence sous l'occupation du groupe armé M23 soutenu par les forces rwandaises. Le bilan est lourd, plus de 50 civils exécutés, des violences sexuelles systématiques et des dizaines de disparitions forcées. Dans l'est de la RDC, Human Rights Watch accuse les rebelles du M23 et des soldats rwandais d'avoir commis de graves violences à Uvira, dans le sud Kivu. Selon l'ONG, au moins 53 civils ont été exécutés lors de l'occupation de la ville entre décembre 2025 et janvier 2026. Parmi les victimes figurent des hommes, des femmes et des enfants. Le rapport s'appuie sur plus de 130 témoignages recueillis auprès des habitants. Plusieurs personnes racontent des raids menés de maison en maison, d'autres dénoncent des viols, des enlèvements et des disparitions forcées. Human Rights Watch affirme également avoir identifié plusieurs fosses communes dans la région. L'organisation estime que ces actes pourraient constituer des crimes de guerre. Le M23 avait pris le contrôle d'Uvira en décembre dernier, avant de se retirer quelques semaines plus tard sous pression diplomatique. Le Rwanda, accusé de soutenir le groupe rebelle, rejette ces accusations. Les violences ont déjà poussé près de 2 millions de personnes à fuir leur domicile dans le sud Kivu. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, on en parle encore. Les forces armées de la RDC reprennent pied à Luvungi après le retrait de la coalition AFC M23. Les forces loyalistes ont réinvesti l'agglomération sous les applaudissements des habitants. Ce redéploiement s'inscrit dans une dynamique de récupération de plusieurs localités de la plaine de Ruzizi, bien que la situation sécuritaire reste instable aux abords de Katogota et Kamanyola. À l'issue de cette itinérance, le commandant de la 33e région militaire, le général de la brigade, Fabien Dunia Kachindi, mise sur une présence de proximité. Revivons ensemble ces instants d'échange sur place et population congolaise.
L'heure est à la discorde à Matadi. Depuis jeudi 14 mai, une vive tension paralyse l'Assemblée provinciale du Congo central. Au cœur du conflit, un bras de fer entre le président de l'institution, Papi Montezolo, et la quasi-totalité de son bureau, notamment le vice-président Pierre Kabangou, la questeur Rachel et le rapporteur Guilain Panzou. Le point de rupture a été atteint lorsque le président a sollicité l'intervention de la police pour expulser ses collègues, une manœuvre dénoncée comme une dérive autoritaire par de nombreux élus et la société civile. Des précisions avec Guilain Panzou, rapporteur de cet établissement. En dehors de la déclaration que nous avons faite, nous tenons à réexpliquer à la population du Congo central en particulier et à la population de notre pays en général. Nous, le groupe des députés provinciaux, ainsi que le bureau de l'Assemblée provinciale, nous l'avons déjà réitéré que nous ne contestons pas les arrêts de la Cour constitutionnelle. Nous avons souhaité attendre la notification de la Cour que nous avons reçue. Nous l'avons lu, examiné et nous avons accepté son application. Nous avons accepté que le président Montezolo a été réhabilité de ses fonctions, mais l'arrêt ne dit pas que les autres membres du bureau ont été démis de leurs fonctions. L'arrêt ne le dit pas. Et nous, membres du bureau aujourd'hui, nous nous sommes présentés régulièrement à notre poste de lieu de travail pour rencontrer le président qui a été réhabilité. Malgré la manière dont nous tous nous savons qu'il a été réhabilité, nous ne faisons pas de commentaires. Mais grande a été notre surprise. Il nous informera que nous ne pouvons pas travailler parce que lui, il estime que nous avons été démis de nos fonctions et que nous devons aller nous plaindre à la Cour constitutionnelle. Nous dénonçons cet abus et cet excès de pouvoir de la part du président Montezolo. Ce n'est pas parce que l'Assemblée provinciale met à sa disposition la police nationale qu'il doit utiliser cette même police pour empêcher ses collègues membres du bureau de travailler et d'accéder dans leur bureau. C'est ainsi que nous demandons au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui s'occupe de la sécurité et de l'ordre public, de mettre tout en œuvre pour que les membres du bureau reprennent leurs travaux normalement au sein de l'hémicycle. Nous vous remercions. Infrastructure à Kinshasa, le ministre provincial Alain Tshilungu face à la rigueur des élus. Après une séance plénière jugée peu convaincante mercredi dernier, le député Jared Panzou Babaka transforme sa question orale en interpellation. Marché public, voirie urbaine et gestion du patrimoine, l'élu exige des chiffres et des preuves cartographiques. Pour l'initiateur, l'Assemblée n'est pas une église, mais un organe de contrôle. Retour sur l'intervention du ministre Alain Tshilungu face à la représentation provinciale. À l'Assemblée provinciale, ce mercredi 13 mai, le ministre provincial Alain Tshilungu a répondu avec assurance aux préoccupations des élus. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, s'est approché du gouvernement central pour faire un plaidoyer en présentant le programme que vous avez voté ici. C'est sur base de ce programme-là que les exécutions budgétaires sont faites au niveau du gouvernement central. Au du BSECO, nous avons commencé avec 27 km de route. Le BSECO joue la partie fiduciaire. Au niveau de la ville, nous avons aussi contracté avec certaines entreprises. Et au niveau des structures, comme la cellule infrastructure avec des projets Kinelenda, là aussi, nous suivons une bonne partie de la voirie. Face à la représentation provinciale, il a mis en lumière une dynamique claire, celle de la modernisation de la ville de Kinshasa. Nous avons 71 axes où nous avons déjà clôturé les travaux. 135 axes, les travaux sont en cours, et 96 axes, on n'a pas encore débuté les travaux. Pour les 71 axes, cela représente 105,3 km. Pour les travaux en cours, on est à 214
km. Les travaux non débutés représentent 149 km, d'où un total de linéaire de 468,8 km déjà embarqués, déjà engagés pour la ville de Kinshasa. Une vision portée au sommet de l'État par le président Félix Tshisekedi et relayée localement par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki à travers le programme ambitieux Kinshasa et Zobonga. Le ministre a également rappelé un point essentiel, l'existence d'un budget d'investissement déjà voté pour les exercices 2025 et 2026. Un budget qui encadre plusieurs projets d'infrastructures destinés à transformer durablement la capitale. Chiffres à l'appui, cartographie des chantiers à l'appui, Alain Tshilungu a démontré que la transformation de la voirie quinoise repose désormais sur une planification structurée, accompagnée d'un financement effectif. Kinshasa est en chantier, a-t-il conclu. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est le message fort envoyé par les autorités provinciales de Kinshasa jeudi 14 mai. Une concession appartenant à un sujet chinois a été totalement démolie à Kingabwa, dans la commune de Limete, en cause un remblayage illégal du lit fleuve Congo pour y ériger des bâtisses. Après une mise en demeure restée sans suite, le ministre provincial Léon Moulumba est passé à l'action sur place. Il a échangé avec la population sur cette opération coup de poing qui marque la volonté de la ville de mettre fin aux constructions anarchiques. Suivez. Excellence, ça y est, on a 3 jours. Voilà. 3 jours. Mais on a 3 jours. Oui, pour ça, la tête est au bout de la maison, malamoko, tout le monde malamoko. On va beaucoup qui me l'État va tourner en Dieu en prise. On va tourner en prise. Les articles précaires. Oh, tu es déjà en Dieu, à beaucoup qui me l'État. Il y a beaucoup de c'est d'une manière normale. Mais ça veut comme il a nini à wana matata. Décision ce qui baye nango. Le roi est à partie industrielle. Ce qui va dire que va payer sa bisombo. Oh biso toza kolinga. Torobo ya te. Torobo ya te. Mbongo biso toza kanisa, ke biso toza kanisa bitozwa. Tokozwa yango torobo ya te. Mais ce qui n'a que baye na ndenge brutalité za droit na biso mabe na biso. Jamais. Voilà toko défendre nango ti na suka. Là, préparez-vous dans les 3 jours qu'on fasse notre travail. Hein? Vous avez construit l'emprise. La servitude, il y a rivière Kalam. Donc, bateau bazar en tôle, c'est du précaire. Retour en dur, on est au précaire. Donc, préparez-vous dans 3 jours, on va trouver la mission. Pour on est redéterminé, journée, une heure, merci beaucoup. Mon cœur des amoureux, on va tout faire ça. On va porter plainte. Oh, il y a la valeur et investissement. Mais tout ça, on a un aménagement. L'État a somba yango. Après tout le monde sur bien pour faire un côté de choses. Tout ce qu'on a vu, c'est comme ça, ok? Mon condition qui a passé une passé bata militaire. Aujourd'hui, yango ok osoba côté mosusu, on va dans le bota na yo. Dès qu'on bouka biso ke to pas na babala, les amala monter. Autre chose, un week-end prolongé pour tous les travailleurs congolais. Sortez vos agendas. Le lundi 18 mai 2026 est déclaré chômé et payé. Le ministre du Travail applique ainsi la règle du report puisque la commémoration du 17 mai coïncide cette année avec un dimanche. Les modalités de cette annonce dans ce condensé. Les ministres de l'Emploi et Travail portent à la connaissance du public en général et des organisations professionnelles, d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 17 mai 2026, journée de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, est déclaré chômé et payé
sur toute l'étendue du territoire national. Étant donné que la journée du 17 mai tombe un dimanche, ce jour férié est reporté au lundi 18 mai 2026. Fait à Kinshasa le 13 mai 2026, Ferdinand Massamba Ouamassamba, ministre. En dehors de nos frontières, c'est un double signal que le Sénégal envoie aujourd'hui au reste du monde. D'un côté, une souveraineté assumée. Le pays multiplie les réformes pour s'émanciper de tutelles économiques étrangères et valoriser le consommé local. De l'autre, une affirmation identitaire radicale en promulguant la loi double les peines de prison pour les actes homosexuels paisible de 10 ans de prison d'enfermement. Le Sénégal entend désormais décider seul de son destin. Sous les huées de la foule, cet homme est emmené par la gendarmerie en plein Dakar. Les voisins crient « Gordigen », ce qui veut dire « homme-femme » en wolof. Il est soupçonné d'être homosexuel. Et la scène se répète, plus d'une centaine d'arrestations ces dernières semaines. Et parfois la foule se fait justice elle-même. Cet autre homme est passé à tabac à cause de sa supposée orientation sexuelle. Alors, les homosexuels se cachent, comme cet homme qui monte dans notre voiture. S'il est reconnu, il risque 10 ans de prison pour acte contre nature, selon une nouvelle loi. À tout moment, tu te dis qu'on peut venir t'attraper et tu ne peux pas vivre, tu es obligé de vivre caché tout le monde. Ça fait chier, ça c'est pas une vie. Avoir peur tout le temps, c'est pas possible. Vous ne rencontrez plus personne? Personne depuis le début des événements. Il n'y a plus de rencontres. Souvent les homosexuels préfèrent être arrêtés que d'être pris à partie par la foule ou par leurs voisins et risquer un lynchage sur la base de simples rumeurs. Là, quand on voit ces images, c'est plus que de l'homophobie, c'est carrément de la haine. C'est de la haine et on les a nourris comme ça. On les a fait croire que voilà, il faut détester un homosexuel pour être plus croyant ou si tu tues un homosexuel, tu vas aller au paradis. Tu aimes les femmes ou tu aimes les hommes. C'est un truc personnel. Ça te concerne et ça concerne que toi et Dieu. Un Français aussi a été arrêté pour la même raison mi-février chez lui à Dakar. Il a une trentaine d'années, il est ingénieur et vit au Sénégal. Voici la photo publiée par la police. Il est entouré par 3 autres suspects arrêtés le même jour. Il est toujours en prison aujourd'hui. Sa famille n'a pas souhaité s'exprimer, son avocat non plus. Tout le monde a peur de parler. Ses amis sont bouleversés. Ça nous a beaucoup choqués. Et après, quand on a appris les circonstances de l'arrestation, ça nous a choqué encore plus. Parce qu'en fait, ils ont frappé à la porte, il a ouvert, ils l'ont chopé. La tactique qu'ils utilisent, qui est en fait la rafle. Quoi. Au Sénégal, pays à 95% musulmans, l'homosexualité a toujours été largement rejetée. Une loi existait déjà depuis 1966 pour réprimer les actes homosexuels, mais elle était peu appliquée. Cette fois, le nouveau gouvernement a proposé un texte bien plus radical, soutenu par tous les députés. Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. Dorénavant, les actes homosexuels sont punis de 5 à 10 ans de prison ferme. Au milieu de cette homophobie généralisée, quelques voix s'élèvent pour demander un retour à la raison. Le docteur Safiatou Thiam est l'une d'entre elles. Elle dirige le Conseil national de lutte contre le sida. S'il y a des observations, oui. Car cette nouvelle loi prévoit également des peines pour ceux qui viennent en aide aux homosexuels. Ces soignants qui travaillent avec les porteurs du VIH se sentent visés. Soigner quelqu'un de séropositif, qu'il soit homosexuel ou non, c'est quelque chose qui relève de notre devoir de médecin. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. C'est des personnes qui comptent sur nous, donc nous devons leur continuer à les soigner. Donc c'est très compliqué pour nous. Vous êtes inquiète?
Ça se voit, oui. Je suis inquiète, mais en même temps, je suis confiante. J'espère qu'on reviendra à la raison. Vu les menaces, de nombreux homosexuels porteurs du VIH n'osent plus venir prendre leur traitement, de peur d'être arrêtés. Cela fait craindre aux spécialistes un retour en force de l'épidémie du sida au Sénégal. Donald Trump en Chine, les images d'un voyage historique. Durant 3 jours, le président américain a multiplié les tête-à-tête avec Xi Jinping pour tenter de désamorcer les crises mondiales et rééquilibrer la balance commerciale. Des accords ont été annoncés, mais le plus dur reste à faire. Le point sur les résultats de cette visite d'État qui pourrait redessiner l'équilibre géopolitique. Poignée de main appuyée au pied du Palais du Peuple. La visite de 3 jours de Donald Trump en Chine vient de débuter par un accueil en grande pompe. Le dernier déplacement d'un président américain remonte au sien en 2017 lors de son premier mandat. Le président américain revient accompagné d'une imposante délégation. Sur les marches de ce haut lieu du pouvoir chinois, tout ce que l'Amérique compte de grands patrons, d'Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, à Tim Cook pour Apple, sans oublier Boeing ou Nvidia. Sur le commerce, Taïwan et l'Iran, les 3 grands sujets du moment, les 2 pays espèrent pouvoir dégager à minima des compromis. Les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences. Et le succès de chaque pays représente une opportunité pour l'autre. Une relation sino-américaine stable profite au monde entier. C'est un honneur pour moi. Nous avons toujours entretenu d'excellentes relations et nous nous sommes toujours bien entendus. Lorsque des difficultés survenaient, nous les surmontions. Je vous appelais et vous m'appeliez dès que nous avions un problème. Ce que les gens ignorent souvent, c'est que nous trouvions toujours une solution très rapidement. Une posture certes volontariste et des accords commerciaux à la clé dans les domaines de l'agriculture et de l'aviation. Suffiront-ils à surmonter les profonds sujets de désaccord entre les 2 puissances? À commencer par Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces et sur lequel elle n'est prête à aucune concession. Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les 2 pays pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les 2 pays se heurteront, voire entreront en conflit. Les États-Unis fournissent un important soutien militaire à l'île, sans pour autant reconnaître ouvertement ses velléités d'indépendance. Entre politique et polémique, la culture finit toujours par harmoniser les voix. Cette semaine, les Gaulois de Ferregola ont été particulièrement actifs, mais c'est sur scène que l'artiste met tout le monde d'accord en skit, en images et en mélodie avec les temps forts de son récent passage concert à l'Accor Arena de Paris pour finir la semaine en beauté. Hey, mangwari mazalu, machokoro mawili me mangwari mazalu, banzoto no ya pamba, nanda gozo bogate. Toko yamo, toko yamo budo, toko yamo budo. Toko yamo bono, hey yeah, toko yamo bono.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention soutenue. Bon début de week-end à tous. Au revoir.